ce petit webinaire du jour consacré aux impacts environnementaux du numérique. Déjà, je vous remercie d'être aussi nombreux avec nous aujourd'hui. Donc, c'est un webinaire co-organisé par Agit, l'Alliance Green IT et l'ADEME. L'objectif étant aujourd'hui de parler, de vous présenter un peu plus dans le détail deux documents qui viennent tout juste de paraître sur la librairie ADEME et qui sont dédiés du coup à la méthodologie permettant d'évaluer l'impact environnemental du numérique sur deux sujets en particulier, les services numériques, où là on a une nouvelle révision du document qui existe depuis quelques années, et du coup un nouveau document qui s'appelle le RCP applicatif, qui lui est dédié à l'évaluation d'impact sur un périmètre applicatif. Donc là, l'objectif, c'est on vous déroule cette présentation selon ce sommaire ici présent. On a dédié un temps aux questions-réponses en fin de présentation, donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses de Teams pour pouvoir poser les questions au fur et à mesure, même si on prendra un peu plus le temps d'y répondre en fin de présentation. Je me présente déjà, je suis donc Ariane Mollet, je suis consultante en numérique responsable pour Emundi du groupe Controla. Et donc j'interviens aujourd'hui au nom de l'Alliance Green IT pour animer ce webinaire et vous parler aussi du RCP applicatif dans la partie 3. Dans cette présentation, je suis accompagnée pour le support logistique par Talita côté Agit et surtout pour la présentation du document dédié à la V2 du RCP numérique par Julien Meyer, Alexis Pérez et Emeline Pégon, qui ont donc contribué à la rédaction de cette nouvelle version du document. Voilà. Dans l'ordre, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est assez classique. On commence par un petit peu de contexte et stratégie, parce qu'en fait, vous allez voir que ces documents, on les appelle RCP, donc certains sont peut-être à l'aise avec la terminologie, mais pas forcément tout le monde. Donc, un peu de contexte et stratégie par Julien Meyer de l'ATEM, qui va me permettre de replacer, on va dire, ces deux documents dans le contexte aujourd'hui. Ensuite, une présentation donc plus détaillée de la V2 du RCP service numérique. Donc, le RCP service numérique, c'est pour information le premier RCP, la première méthodologie qui est sortie sur le sujet, et donc elle a été mise à jour récemment. Et donc l'ADEME et le CNRS de mémoire vont partager et présenter cette V2. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous présenter le RCP applicatif qui, lui, est nouveau. Une petite conclusion par Mathieu Delem, qui est le vice-président de l'AGIT, et enfin notre temps de questions-réponses. On s'est prévu 1h30 d'échange, et donc on va faire en sorte de tenir ce timing. Voilà. Du coup, Talita, tu peux donner la parole à Julia, puisque on commence tout de suite avec la présentation du contexte par Julien Meyer de l'ADEME. Merci beaucoup, Ariane. Et je peux aussi mettre ma caméra. Voilà. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous tenez le coup avec la canicule. Donc, pour introduire la présentation des deux référentiels, juste rappeler que ces travaux s'inscrivent dans le cadre des nombreux travaux que fait l'ADEME et tout un tas d'acteurs, notamment l'AGIT, sur les impacts environnementaux du numérique. Je veux bien que tu changes de slide. Merci. Donc, la dernière étude qu'on a menée avec l'ARCEP sur les impacts environnementaux du numérique à l'échelle de la France, c'était des chiffres pour 2022. On était à 4,4% de l'empreinte carbone de la France qui est liée au numérique. En 2025, c'est plutôt autour de 5%. D'ici à 2050, des projections fictives montrent que cette empreinte carbone pourrait tripler si rien n'est fait. Et on est autour de 11% de la consommation électrique française pour l'ensemble des infrastructures, équipements et services numériques. Cette évaluation, elle avait été faite sans inclure la vague de l'arrivée de l'IA générative et les IA agentiques, etc. Donc, on est bien au-delà de ces chiffres.
Les leviers identifiés, enfin parmi les leviers identifiés, il y a évidemment la sobriété numérique, notamment dans les usages, mais également le fait d'éco-concevoir, donc aller regarder toutes les étapes du cycle de vie d'un service numérique et à chaque étape remettre en question son besoin et tenter de réduire les impacts environnementaux associés. Et donc, pour travailler justement sur ces démarches d'éco-conception, depuis 2020, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc, depuis 2020, on participe à la rédaction de RCP. RCP, c'est pour référentiel par catégorie de produits. Pardon. Ah, pardon, excuse-moi. Merde, Désolée. pas de souci. Donc, ces référentiels, c'est des référentiels qui posent les bases sur comment réaliser une analyse de cycle de vie pour un service numérique. On définit les règles qui doivent être les mêmes pour tout le monde pour évaluer les impacts d'un service numérique. Donc, on définit par exemple la fonction qui va être étudiée, quel est le périmètre, les indicateurs, etc. Bon, tout ça, on va vous les présenter justement dans les deux autres référentiels. Et donc, l'objectif de ces référentiels, c'est à la fois d'inciter les producteurs, développeurs de services numériques et d'équipements et infrastructures numériques à davantage éco-concevoir leurs produits et services en regardant vraiment toutes les étapes et tous les facteurs qui sont appliqués dans le fonctionnement de ces produits et services. Et aussi de pouvoir avoir les mêmes règles pour tout le monde pour calculer l'impact et de suivre cet impact dans le temps pour voir si les leviers d'éco-conception qu'on active réduisent réellement ou à minima limitent les impacts environnementaux. Et quand je dis impacts environnementaux, la méthodologie de l'analyse de cycle de vie, c'est à la fois des indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi d'autres indicateurs sur les ressources, la consommation d'énergie primaire, la consommation d'eau, etc., etc. Et là aussi, on va y revenir. Et juste un dernier mot du coup sur les RCP qui existent jusqu'à présent. Donc ça, c'est le tableau juste après. Donc le RCP service numérique et RCP fourniture d'accès Internet sur lequel on avait travaillé avec NegaOctet est publié en 2021. Le RCP service numérique qu'on remet à jour donc 5 ans après. Le RCP Data Center et Service Cloud qui a également fait l'objet d'une mise à jour publiée en 2025. Le RCP Réseau LAN, le RCP Système d'information, le RCP Équipement de fourniture d'accès à Internet publié cette année et le RCP applicatif publié depuis hier qu'on va présenter. Et pour information, il y a également d'autres référentiels qui sont en cours de rédaction sur la diffusion et distribution vidéo, qui était le RCP audiovisuel, le RCP sur les jeux vidéo et celui sur les dispositifs IoT. Voilà, comme ça, vous avez une vision globale de ce qui est publié et ce qui est aussi en cours. Maintenant, je laisse la parole à Alexis pour présenter le travail qu'on a mené avec l'INRIAL CNRS dans le cadre du programme Alt Impact. Alors, est-ce que Alexis, parfait, avec Et le son et la caméra. Donc, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour écouter ce webinaire. Donc, je vais commencer à présenter les travaux sur le RCP service numérique, donc, qui ont été des travaux qu'on a menés conjointement, comme ça a été dit précédemment, avec le CNRS et l'INRIA, et donc qui ont été initiés par Julia Meyer et Emeline Pégon, donc de l'ADEME et du CNRS, que je remercie. Et donc, avec Olivier Soldano et moi-même, nous avons rejoint en cours de route ces travaux. Et nous sommes très contents de les avoir finalisés parce que je pense qu'ils sont riches et on va venir vous présenter ce sujet-là juste après. Donc, petit rappel du contexte, il y a une première version du RCP service numérique qui est sortie en juillet 2021. Donc, le RCP service numérique, comme ça a été dit précédemment, c'est le RCP
par an qui définit les règles d'ensemble des RCP enfants qui ont aussi été présentés avant, donc data center, système d'information, etc. Donc c'est un référentiel qui commence à dater d'il y a quelques années. Entre-temps, il y a eu de nombreux RCP enfants qui ont été publiés, qui ont permis de repenser un certain sujet qu'on est venu du coup redéfinir dans le RCP parent. Donc ça fait partie des motivations qui nous ont conduit à revoir le RCP parent, RCP service numérique. On a également reçu des retours d'expérience d'utilisateurs qui nous ont été très utiles. Donc là-dessus, je remercie notamment les personnes à qui on a envoyé le référentiel et qui nous ont fait des retours, donc qui sont décrits dans l'introduction du RCP, donc le pôle évaluation environnementale de l'ADEME, le CNRS, Des Demain, EVA et Resilio, en plus d'autres retours qu'on avait reçus auparavant. On a également une évolution de la stratégie ADEME sur l'affichage environnemental, un point qui sera décrit un peu plus précisément par Julia après, donc je ne passerai pas plus de temps dessus. On a également une évaluation des méthodes environnementales pour le numérique ces dernières années. J'aurai l'occasion d'en parler juste après, une mise à jour de la norme ITU. On a eu plusieurs approches qui sont arrivées, notamment la méthode empreinte projet de l'ADEME, les approches conséquentielles qui se sont renforcées également, et comme également ça a été dit, une évolution du numérique assez forte avec l'IA générative, avec des sujets qu'on viendra décrire également de production d'électricité, de traçabilité de l'électricité à travers les PPA. Donc voilà, l'ensemble de ces éléments nous ont conduit à vouloir revoir ce RCP service numérique. Donc, petite présentation à la slide d'après de ce RCP service numérique. Donc ici, vous avez le sommaire. Si vous n'avez jamais parcouru un RCP, il faut savoir que la structure de document est la même entre les différents RCP. Donc, pour vous décrire un peu brièvement ce qu'il y a à l'intérieur, on commence déjà par la portée du document. Donc, c'est là où on va décrire quels sont les objectifs de ce RCP, quel est le champ d'application, quel est le positionnement vis-à-vis de d'autres normes, ISO, ITU, ETSI par exemple. Ensuite, on va rentrer un peu plus précisément dans le RCP avec l'unité d'affichage. C'est là où on va décrire l'unité fonctionnelle qui est donc la fonction rendue par le produit ou par le service qu'on va évaluer. On a également des questions sur comment est-ce qu'on va prendre en compte la temporalité, la durée d'usage, la durée de vie, la fréquence d'utilisation des services, en fonction de s'il y a des équipements neufs, réemployés, des équipements en attente, en rechange, des équipements spare par exemple. Ensuite, on a des éléments sur le périmètre et la frontière du système. Donc, quelles sont les étapes du cycle de vie qu'on va venir prendre en compte? Quels sont les flux qu'on inclut, qu'on exclut, par exemple? Ensuite, nous avons un chapitre sur les règles d'allocation. Donc, ça décrit le niveau de décomposition des systèmes techniques et quelles sont les règles d'allocation qu'on va utiliser pour répartir les différents impacts. Ensuite, on a une partie sur la collecte des données et la gestion de la qualité des données. Donc, c'est le type de données qu'on va collecter, quel est le niveau de qualité de données qui est attendu. Et on a également des éléments sur les indicateurs environnementaux, parce qu'on va venir mesurer donc, plusieurs indicateurs. Donc, quels sont ceux sur lesquels, qui sont obligatoires, ceux qui sont recommandés, par exemple. Et ensuite, on a des chapitres qui ont attrait plus à la validation des données, la communication des résultats. Et on a également intégré un chapitre sur les limites de ce RCP. Donc ensuite, à la slide suivante, je vais vous parler de logiciels. On a intégré de façon explicite la prise en compte des logiciels dans ce RCP service numérique. Donc les services numériques qu'on va venir évaluer à travers ce RCP, ils peuvent être ou ils peuvent comprendre des logiciels. Il faut donc prendre en compte les impacts environnementaux de ces logiciels qui sont définis dont les étapes du cycle de vie sont définies selon les normes, notamment ISO. Donc, on va venir prendre en compte la conception, l'implémentation, les tests, le déploiement, la maintenance, le décommissionnement. Et pour vous décrire un peu plus précisément, on va venir évoquer ce sujet des logiciels à 2 reprises dans le RCP. Le premier, c'est dans le chapitre frontières du système. Donc là, on va illustrer ce qui est pris en compte dans les logiciels. Donc c'est là où on décrit les différentes étapes du cycle de vie que j'ai cité précédemment et quels sont les moyens humains
qui sont mobilisés, qui peuvent être utilisés, qu'on va comptabiliser dans l'évaluation. Et un petit paragraphe également sur la cohérence avec la norme, la recommandation L 1410 de l'ITU. Ensuite, on a une deuxième partie qui est dans les règles d'allocation. C'est là où on va décrire plus précisément les principes d'allocation selon le type de logiciel qui est utilisé, parce que si c'est un logiciel qui est créé par l'entreprise ou qui est un service tiers ou qui est un service, un operating system par exemple, on ne va pas allouer les impacts de la même façon. Donc ça explique comment est-ce qu'on va allouer les différents impacts selon le type de logiciel qu'on rencontre sur le projet. Et on a également des éléments, comme je le disais, sur les services tiers. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on va prendre en compte les services de paiement, les services d'authentification. À noter que ce sont des points qui ont été travaillés en cohérence avec les travaux menés par l'AGIT sur la rédaction du RCP applicatif qui vous sera présenté juste après. Ensuite, j'ai un slide sur la prise en compte des impacts environnementaux de l'électricité. Donc, c'est un sujet qui est assez important. Donc, on peut avoir deux approches. Pour rappel, si on traite ce sujet, donc il peut y avoir l'approche géographique, c'est quand on va prendre en compte l'intensité carbone moyenne du mix électrique du réseau où l'électricité est consommée. Donc, par exemple, si on est une entreprise française, on va prendre en compte le mix électrique moyen français. Ou on peut avoir une approche marché où on va prendre en compte l'intensité carbone des modes de production du fournisseur ou du contrat d'électricité qui a été choisi par l'entreprise. Dans le cas du RCP service numérique, on a choisi l'approche géographique. Et pour vous expliquer, donner quelques précisions sur cette approche, donc on a exclu la prise en compte des crédits carbone, donc par exemple tout ce qui est garantie d'origine, et on inclut à côté de ça l'autoconsommation. Donc c'est le fait de produire et autoconsommer de l'électricité sur site. Et également, on a pris en compte les PPA physiques sur site. Donc PPA, ce sont des Power Purchase Agreements, ce sont des contrats d'achat d'électricité à moyen long terme. Et pourquoi est-ce que ce sont les seuls PPA qu'on a inclus? Parce que ce sont les seuls PPA qui ne passent pas par le réseau de distribution et de transport d'électricité, puisqu'ils sont directement sur le site. Donc ça évite un certain nombre d'écueils, notamment de double comptage, de corrélation temporelle, de corrélation géographique. Si jamais vous êtes intéressé par ces sujets, on détaille plus précisément les raisons de la prise en compte de ces PPA dans le référentiel. J'en ai fini avec cette partie-là, et donc je vais redonner la main à Julia sur les sujets d'affichage et de communication environnementale. Merci beaucoup, Alexis. Donc oui, un autre exemple de modification qui a été apporté avec cette version 2 du référentiel, c'est l'articulation avec la stratégie autour de l'affichage environnemental de l'ADEME, qui a largement évolué, puisque en 2020 et 2019, etc., quand on travaillait sur les premiers RCP, on se plaçait dans le cadre qui avait été donné par le Grenelle de l'environnement en 2008, avec la construction massive de nombreux référentiels sur un ensemble très large de catégories de produits plutôt grand public. Et donc, il y avait un cadre vraiment précis sur comment développer les RCP et quel était l'affichage également pour la note qui était partagée, qui était sous la forme d'un ABCD qui était mis au moment de l'achat des produits. Depuis c'est la loi climat et résilience en 2021, il y a eu une évolution sur la stratégie affichage qui a notamment fait évoluer le visuel qui est partagé sur les catégories de produits, qui est dorénavant un coût environnemental, donc un nombre de points d'impact environnemental. Je pourrais mettre le lien dans la conversation pour que vous puissiez vous représenter. Et donc, ces points d'impact sont calculés à partir d'une analyse de cycle de vie.
Donc, il y a à la fois ça qui a évolué et également les secteurs prioritaires qui ont évolué parce que maintenant, on se concentre sur deux secteurs qui sont l'alimentation et le textile qui font l'objet de nombreuses expérimentations sur l'affichage environnemental. Et donc, dans ce contexte-là, ce n'était pas forcément pertinent et bien appliqué en tout cas au numérique et aux services numériques, d'afficher un coût unitaire sur des produits au moment de l'achat. Donc, le fait de sortir de cette stratégie d'affichage environnemental, ça a eu notamment comme impact de faire évoluer notamment la liste des indicateurs environnementaux qu'on préconisait dans le RCP. Initialement, on disait concentrez-vous sur 5 indicateurs du PEF. Dorénavant, on dit regardez tous les indicateurs du PEF comme c'est facilement le cas dans vos logiciels d'ACV. Et les indicateurs qui vont venir contribuer principalement ensuite, quand à la fin de l'ACV, on fait une pondération sur les indicateurs. Donc, ceux qui contribuent massivement sont ceux qui vont être retenus. Donc, il n'y a pas de sélection directe. Mais par contre, on indique toujours les indicateurs environnementaux comme les émissions de gaz à effet de serre, les ressources abiotiques, etc., qui généralement ressortent quand on fait des ACV sur les services numériques. Donc, il y a à la fois ce volet sur les indicateurs et il y a aussi du coup sur la communication environnementale, comme c'était très, très cadré via l'affichage environnemental, on a rajouté un paragraphe notamment qui avait été proposé dans certains RCP enfants sur comment communiquer ces résultats ou dire quand l'ACV est réalisée qu'elle provient de l'application d'un RCP, etc. Et s'il y a eu une revue critique ou non. Donc, il y a quelques lignes pour orienter la manière de communiquer sur l'utilisation des RCP. Donc ça, c'était un focus sur un gros changement qui était le lien avec l'affichage environnemental. Et puis ensuite, on vous partage quelques exemples d'autres évolutions. Il y en a eu d'autres, mais juste pour information, qui sont parlants. Donc, notamment les exclusions dans le RCP service numérique qui ont quand même évolué parce que certaines exclusions n'étaient plus forcément justifiées. Le fait d'exclure systématiquement la R&D, exclure systématiquement les déplacements de salariés ou certains flux comme la publicité, etc., se justifiaient plus pour l'ensemble des services numériques, donc sont à décrire dans les RCP enfants. On est allé plus loin sur la définition de la durée de vie, le lien avec la durée d'usage, notamment pour les équipements reconditionnés. Et là, c'est un travail qui avait été mené dans le RCP système d'information. On a également intégré la nouvelle approche sur la modélisation de l'impact réseau. Initialement, c'était un impact par giga transféré. Maintenant, c'est à partir du moment où il y a un abonnement, vous avez un impact pour l'existence même des infrastructures télécom et un impact supplémentaire à chaque giga consommé. Donc ça vient du RCP fourniture d'accès Internet. Il y a aussi la durée de validité de l'information du RCP qui a été mis à jour à 5 ans de validité et à 3 ans pour des services qui impliquent de l'IA dans leur conception. Il y a aussi toute la partie définition de la prise en compte du taux de charge qui a été inclus via les travaux sur le RCP Data Center Cloud. Et on a également inclus le lien entre l'ACV attributionnel, donc le fait de regarder à un instant T l'impact d'un service, et l'approche conséquentielle. Là, ça reste des référentiels avec une approche ACV attributionnelle, mais il y a des méthodologies comme empreinte projet notamment, où on va en premier niveau faire l'arbre des conséquences pour regarder les impacts directs, indirects, effets rebonds du numérique. Donc, il y a ce lien qui est aussi décrit. Voilà, c'est des exemples d'évolution dans cette V2 pour donner envie de lire l'ensemble du document.
Voilà, on s'arrête là. N'hésitez pas si vous avez des questions à la fin de la présentation. Et je laisse la parole maintenant à Ariane pour présenter le RCP applicatif. Merci beaucoup, Julia Alexis, du coup, pour cette présentation de la V2 RCP Service numérique. Donc, je reprends la main pour vous présenter donc, le RCP applicatif cette fois. Donc, contrairement à service numérique qu'on vient de voir, celui-là, il est tout nouveau. Et donc, là, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous parler un peu, de le présenter de façon générale, de voir comment il a été monté et quels sont les axes que vous allez retrouver dans ce nouveau RCP dédié, du coup, aux applicatifs. Je démarre par un peu de contexte aussi de pourquoi on a lancé ce RCP dédié aux applicatifs. Vous avez vu qu'il existe déjà des RCP enfants sur d'autres sujets comme les systèmes d'information, le Data Center Cloud, etc. Donc, pourquoi on a été sur ce terrain du RCP applicatif? Parce que eh bien, ça faisait un peu consensus, on va dire, dans les personnes qui travaillent autour de l'impact environnemental justement des applicatifs, de voir que on voyait à peu près comment la méthodologie allait s'écrire, mais dans les faits, on avait forcément des choses qui différaient un peu dans les hypothèses, dans la terminologie qu'on utilisait, dans le périmètre qu'on couvrait. L'exemple typique, c'est est-ce que on mesure l'impact sur un an de fonctionnement, par exemple, ou sur une durée de fonctionnement, ou est-ce qu'on mesure l'impact sur un acte métier? Voilà. Donc, on a voulu aussi faire ce RCP pour fournir un figé, on va dire, certaines hypothèses à une façon de mener cette évaluation qui va permettre comme ça de pouvoir facilement comparer et justement de donner un standard sur ce sujet de l'impact environnemental des applicatifs. On avait aussi besoin d'arbitrage méthodologique pur. On avait certains, entre guillemets, trous dans la raquette si on regardait les RCP existants. Pourquoi? Parce que les applicatifs sont des services transverses, donc ils vont à la fois faire appel aux terminaux qui peuvent être en interne d'une organisation ou ça peut être des terminaux de grand public quand on est sur des applications grand public. Mais ça va aussi faire appel à du réseau, mais seulement à une partie. Ça va aussi faire appel à de l'hébergement, mais seulement à une partie. Donc, on a un peu cette vue transverse. Et là, l'objectif du RCP, c'est justement de donner des arbitrages méthodologiques sur comment on alloue les impacts à l'applicatif sur ces sujets-là. Troisième élément de contexte, c'était aussi un besoin de venir concrétiser cette complémentarité qu'on observe aujourd'hui entre l'impact qui va donc être calculé grâce au RCP et plutôt le côté conformité, éco-conception qu'on retrouve dans des référentiels tels que le RGESN. Quand on est sur les applicatifs, le RGESN ressort assez souvent dans le côté, on met en place des mesures d'amélioration, on met en place des moyens pour limiter l'impact. Et le RCP va venir en complément pour dire, dans quelles mesures on peut évaluer cet impact. Okay. Et donc, il y avait parfois un peu de flou ou de confusion entre ces deux notions-là qui sont très complémentaires et qui sont nécessaires toutes les deux pour justement voir l'évolution bénéfique de ce qu'on met en place sur un applicatif. Donc, on a aussi cet aspect-là qui a permis, auquel répond le RCP applicatif. Un autre point, là c'est plus sur l'approche qu'on a voulu mettre en place. Sur ce projet-là, une grande majorité d'entre nous n'avait jamais rédigé purement de RCP avant. C'était une expérience assez intéressante de ce point de vue-là aussi. Et on a justement voulu engager en fait une certaine vulgarisation de l'approche pour déjà se mettre tout le monde d'accord, parce que c'est vrai que le sujet des applicatifs, on a bien vu dans nos échanges, nous, dans nos groupes de travail, ça génère beaucoup de discussions. Et donc, on a voulu aussi avoir un document qui soit facile d'accès, compréhensible. On ne parle pas qu'à des ACBistes, on ne parle pas qu'à des développeurs, on parle à un public assez large. Et donc, on avait cette volonté aussi de vulgariser l'approche. Et donc, on a essayé d'illustrer, de mettre des lexiques pour aider tout ça. Le document final, il fait 57 pages et il est surtout le résultat de 2 ans de travaux avec pas mal de contributeurs. Et beaucoup d'échanges et de co-construction. C'est ça qui caractérise pas mal ce projet. Je vous présente rapidement les acteurs qui ont contribué à la rédaction de ce document.
Je voudrais d'abord évidemment remercier nos différents sponsors parce que c'est ce qui a permis que ce document voit le jour. Évidemment, le programme Alt Impact qui nous a permis de financer une partie des travaux. Et donc, ça, c'était vraiment le gros coup de pouce qui nous a permis, on va dire, d'aller jusqu'au bout. La FNIC qui a vraiment été support, enfin, on va dire, le support technique et administratif pour tout ça. La FNIC qui a également contribué financièrement à la réalisation du projet et le groupe ISIA d'un point de vue administratif qui nous a filé aussi un coup de main pour pouvoir réaliser ce projet. Sinon, dans les différents acteurs, c'est pour vous montrer un peu comment on a fonctionné. On avait, alors il y a une inversion, je suis désolée. Chef de projet, c'était c'était en haut, c'est donc moi-même. Donc en tant que chef de projet, je coordonnais un peu les différents cercles que vous voyez là. On avait notamment le cœur du réacteur, on va dire, c'était nos 5 rédacteurs que vous voyez là. Et qui, du coup, ont travaillé régulièrement avec des réunions hebdo pour pouvoir aboutir à la présentation de ce RCP applicatif. On remercie également nos différents relecteurs tout au long des travaux qui nous ont permis justement de nous challenger, de voir que on avait des incohérences parfois ou des manques d'homogénéité. Donc ça a permis à la fin d'avoir un document qui tient vraiment la route. On tient vraiment à les remercier pour la vision qu'ils nous ont partagée. Et ainsi que les membres du consortium, puisque depuis le début, en fait, on a un groupe voilà, presque d'une quarantaine de personnes qu'on réunit une fois par mois et qui permettait justement d'avoir ce regard extérieur sur le projet et de s'assurer qu'on allait dans la bonne voie. À savoir qu'à la base, ce RCP applicatif, c'est aussi une initiative conjointe du groupe Controla et de Digital for Better. Et c'est ces deux entités-là qui sont allées chercher les personnes pour monter le consortium et qui après ont permis aussi le bon déroulement. Je poursuis avec une présentation un peu plus précise de ce que contient, on va dire, notre RCP applicatif. Je commence avec l'unité fonctionnelle. Alors, l'unité fonctionnelle, c'est un peu l'unité de mesure de notre guide méthodologique. C'est qu'est-ce qu'on va aller évaluer. Et donc, pour notre périmètre applicatif, on a statué sur, par exemple, une durée d'étude, ce qu'on appelle la DU, fixée à 1 an. Selon les différents, on va dire, RCP, on peut avoir des unités fonctionnelles très différentes en termes de durée d'étude. Sur le périmètre applicatif, notre choix, il s'est fixé sur 1 an pour plusieurs raisons, notamment parce que sur un applicatif, il peut y avoir des variations de charge sur 1 an. On a commencé à le voir dans les propos d'avant sur le service numérique. Quand on est sur des logiciels, on voit que il peut y avoir aussi des phases de vie qui vivent en même temps. Concrètement, vous pouvez avoir un site web qui fonctionne et vous faites des mises à jour, vous faites encore de la fabrication sur ce site web, vous rajoutez des fonctionnalités. Donc voilà. Donc la durée d'étude fixée à 1 an permet de couvrir, on va dire, un maximum d'impact. Ça, c'est notre objectif. Il était là, il était de couvrir quand même un maximum d'impact et de permettre justement, si on fait ces analyses sur 1 an, de pouvoir avoir suffisamment de recul pour pouvoir aussi faire les comparaisons d'une année à l'autre en fonction des moyens, des conceptions qu'on a pu mettre en place ou ce genre de choses. L'évaluation du RCP applicatif, elle préconise un périmètre global. Donc, on est, comme je l'ai dit, sur une durée d'1 an et on est aussi, l'objectif, c'est d'évaluer sur 1 an, sur l'applicatif qu'on souhaite, tous les usages, toutes les fonctionnalités et tous les travaux de fabrication, etc., qui permettent de faire vivre ce service sur la durée d'1 an. Donc, vraiment périmètre global et qui couvre du coup toutes les phases de vie du logiciel qui peuvent même coexister sur 1 an. Donc, en termes d'échelle, on est sur une échelle service. Ça veut dire que justement, on regarde ce qui se passe pour tous les utilisateurs. On va évaluer l'impact pour l'usage complet de l'applicatif sur 1 an par tous les utilisateurs. Par contre, on accepte de pouvoir passer à l'échelle utilisateur. Concrètement, l'échelle service, ça va vous donner un impact, si je reste en équivalent CO2, ça va vous donner un impact en équivalent CO2 par an pour tout le service. Ça, c'est l'échelle service. Si on passe à l'échelle utilisateur, on ramène cette échelle service au nombre d'utilisateurs qui ont utilisé l'applicatif pendant 1 an. Et donc là, on a un résultat en équivalent CO2 par utilisateur.
Ce passage-là est assez facile dans le sens où si normalement on prend en compte tous les utilisateurs, si on a une mesure échelle utilisateur, on multiplie par le nombre d'utilisateurs, on retombe sur échelle service. Il y a une couverture qui se fait bien. Par contre, sur l'échelle acte métier, par exemple, on est un peu plus frileux dans le sens où c'est plus difficile de s'assurer que l'échelle acte métier couvre aussi bien l'échelle service, en fait, couvre tout le périmètre. Donc, nous, on préfère rester sur une échelle service et une échelle utilisateur pour rester dans notre idée de pouvoir facilement comparer et avoir des choses à peu près homogènes dans les évaluations qui vont être réalisées. Donc ça, c'était les caractéristiques de l'unité fonctionnelle. Si je poursuis, je voulais vous partager une notion qu'on a mis dans ce RCP, qu'on a appelée la notion de contexte, qui est, je pense, un peu sous-jacent dans d'autres RCP, mais sur laquelle on avait besoin de mettre un peu plus de clarté dans notre RCP applicatif. C'est quoi cette notion de contexte? En fait, on se rend compte que pour un même applicatif, il y a une coexistence, on va dire, de plusieurs combinaisons d'usages qui vont pas pouvoir être évalués de la même façon. L'exemple assez facile, c'est par exemple les terminaux. Je reprends l'exemple du site web grand public. Vous allez avoir des utilisateurs en France, vous allez avoir des utilisateurs aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, etc. Et donc, l'impact d'un utilisateur français va pas forcément être le même qu'un utilisateur aux États-Unis, surtout sur l'usage, étant donné que la façon de fabriquer l'électricité en France ou aux États-Unis a pas le même impact. Voilà. Donc, en fait, on a simplement positionné ce terme de contexte pour clarifier le fait que, sur un applicatif, il y a plusieurs contextes possibles qu'il faut tous les prendre en compte. Et pour chacun de ces contextes, en fait, bien prendre les bons facteurs adaptés à ce contexte-là. Donc là, vous avez un petit schéma qui résume ça. L'objectif étant d'avoir cette notion de contexte sur les différents composants de l'applicatif. Donc, je vous ai donné l'exemple des terminaux, mais ça peut être aussi le cas. On a différents contextes sur les réseaux, par exemple. Est-ce qu'on est en filaire ou est-ce qu'on est pas en Wi-Fi, mais bon, enfin, le terme me revient plus exactement, vous m'excuserez. Mais bon, voilà, on a différentes typologies de réseaux. Et également sur l'hébergement, on peut avoir différents types d'hébergement. Donc là, l'objectif de contexte, c'est simplement pour clarifier ce côté. Quand on évalue l'impact de l'applicatif, il faut préalablement identifier ces différents contextes pour pouvoir ensuite évaluer l'impact par contexte en utilisant les bons facteurs et ensuite faire la somme de tout ça pour justement arriver à l'impact global de tout le service. Excusez-moi. Je poursuis avec une slide sur l'articulation avec les autres RCP. Quand on s'est lancé dans le RCP applicatif, clairement, il existait déjà, comme vous l'avez vu, plusieurs RCP enfants. Il existait le RCP parents déjà, mais plusieurs RCP enfants. Et il a été très important pour nous de se référer à ces RCP existants dès qu'on le pouvait. Et même en allant plus loin, voir comment les résultats de ces RCP existants, comment on pouvait les intégrer. Donc, dans notre RCP applicatif, vous retrouverez toutes les règles d'allocation qui permettent justement de faire le lien entre les RCP existants et l'évaluation à mener sur un périmètre purement applicatif. Notamment, donc il existe un RCP dédié au réseau LAN. Eh bien, dans notre RCP, on intègre le résultat, enfin, on montre comment on peut intégrer le résultat d'une calculatrice LAN, puisque le RCP LAN a aussi donné une calculatrice, un petit tableur Excel qui permet comme ça d'évaluer assez rapidement l'impact. Eh bien, sur la base du résultat de cette calculatrice, dans le RCP, on explique comment le prendre en compte dans le cadre d'un applicatif. Ce qui était intéressant, c'était aussi le travail qui a été fait pour intégrer le RCP Data Center et Cloud. Alors, ce RCP Data Center et Cloud, il a, par exemple, 7 unités fonctionnelles différentes. Et
on espère vivement qu'il y ait de plus en plus d'opérateurs data center et cloud qui évaluent leurs impacts par ce RCP et qui, du coup, fournissent les résultats de une ou plusieurs de ces unités fonctionnelles, de ces 7 unités fonctionnelles définies dans le RCP Data Center et Cloud. Donc, pour info, dans notre RCP applicatif, on a déroulé, entre guillemets, une méthodo, une arborescence, en disant, si vous avez la chance de disposer des résultats d'UF qui viennent du RCP Data Center et Cloud et qui sont conformes au RCP Data Center et Cloud, voilà comment on vous conseille de les utiliser. Si vous n'avez pas de résultats RCP Data Center et Cloud, voilà ce qu'on vous propose de faire. Voilà. L'objectif étant vraiment d'être un peu didacticiel et de dire, d'essayer d'intégrer un maximum ce qui existe déjà aujourd'hui et ce vers quoi on veut tendre, clairement les 7 UF de RCP Data Center et Cloud, mais expliquer aussi si on les a pas, comment on procède aujourd'hui en attendant de les avoir, parce que l'objectif, c'est quand même d'aller toquer et de réclamer ces UF. La dernière grosse articulation avec les autres RCP, elle est sur le réseau, alors plutôt Internet, donc c'est plutôt les RCP FAI qu'on a déjà évoqué précédemment. Dans la mise à jour du RCP service numérique, donc c'est Alexis qui l'a dit tout à l'heure, il y a notamment une mise à jour sur l'intégration dans l'équation réseau de la part de l'abonnement pour évaluer l'impact au niveau du réseau Internet. Et dans notre RCP applicatif, alors on a passé honnêtement beaucoup de temps sur ce sujet-là parce que c'était pas évident, c'était un peu exploratoire aussi. On a justement adapté cette nouvelle cette nouvelle approche que vous trouvez dans la V2 du RCP service numérique. Nous, on l'a encore adapté sur notre périmètre applicatif. Pourquoi ? Parce que en fait, dans l'équation actuelle, elle permettait d'avoir un impact par utilisateur et sur un abonnement. Or, avec notre vue transverse, on avait besoin d'intégrer d'autres facteurs pour avoir vraiment la globalité de tous les usages et de tous les abonnements. Je vais vous expliquer un peu plus ça après. Voilà, donc cette slide, elle était là pour vous montrer qu'il y a beaucoup de liens avec les autres RCP et que justement, ce RCP applicatif, il est là pour donner les clés sur si j'ai des résultats d'autres RCP, comment je les intègre pour avoir évaluer mon RCP, pour évaluer l'impact dû à mon applicatif. Justement, réseau Internet. Là, mon objectif dans les slides qui suivent, c'est pas forcément de rentrer dans le détail ni de vous donner les formules, parce que ça serait un peu indigeste, on va dire, même si on a essayé de rendre ça le plus digeste possible dans le document. Là, c'est plus de vous montrer justement ce qu'on a été chercher, les réflexions qu'on a été chercher et pourquoi on a été sur ces terrains-là et ce qu'on a fait comme ajustement. Donc, si je reviens sur mon histoire de réseau Internet, là, c'est une illustration sortie du RCP applicatif qui explique justement la différence entre l'équation telle qu'elle est fournie par le RCP service parent désormais, le RCP service numérique, et là où nous, on a été pour aller plus loin. Donc, si on considère, donc vous avez le grand cadre vert là, un abonnement Internet, donc que ce soit privé ou public, dans une organisation, je veux dire, ou pas. Donc, vous avez l'abonnement en vert, et dans cet abonnement, vous avez plusieurs utilisateurs, qui sont les fonds verts, utilisateur 1, utilisateur 2, utilisateur, vous allez avoir N utilisateurs. Chacun de ces utilisateurs va utiliser différents applicatifs. Par exemple, l'utilisateur 1 va utiliser l'appli 1, l'appli 2 et autant d'applis jusqu'à l'appli N. L'utilisateur 2, par contre, lui, il n'utilise pas du tout l'appli 1. Par contre, il utilise l'appli 2, l'appli 3 et d'autres applications. Ainsi de suite. L'utilisateur N, lui, il utilise bien l'appli 1, il n'utilise pas l'appli 2, mais il utilise l'appli 3. Voilà. Donc ça, c'est histoire de visualiser un peu ce qui peut se passer dans un abonnement. Au niveau du périmètre RCP FAI, l'équation actuelle qui du coup prend en compte la quantité de données transférées et on va dire l'impact de l'abonnement, en fait ça colle sur l'utilisateur 1 que vous voyez là et toutes les applis qu'il va utiliser.
Nous, dans notre périmètre applicatif, on cherche à connaître l'impact de l'appli 1, par exemple. Et donc, on voit que cette appli 1, elle se retrouve là, mais elle se retrouve là aussi. Et donc, et ça, on n'est que pour un seul abonnement. Imaginons, on est sur une application interne à une organisation qui est multisite, on peut avoir un abonnement par site, et avec toujours cette même appli 1, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a dû revoir, enfin, pas revoir, on a complété, on va dire, l'approche qui était proposée dans le RCP service numérique pour justement intégrer cette vision transverse dont on avait besoin pour notre RCP applicatif. Voilà. Donc ça, c'est juste un avant-goût pour vous montrer les réflexions qu'on a poussées dans le cadre de ce RCP, dont vous trouverez donc les réponses dans le document. Autre illustration sur l'impact serveur que je vous évoquais tout à l'heure avec le lien avec RCP, Data Center et Cloud. Vous retrouvez ici, donc c'est écrit un peu petit, mais vous retrouvez un peu l'arbre de décision qu'on a proposé justement pour guider les opérateurs qui vont vouloir évaluer leur applicatif, les guider dans le choix des modes d'évaluation à suivre. Donc, par exemple, ici, d'abord, je vous l'ai dit, et j'ai parlé des contextes, donc on identifie s'il y a différents contextes serveurs. La question la plus importante, c'est la suivante, c'est est-ce que je dispose de données d'impact conformes au RCP Data Center et Cloud? Et est-ce que je les ai sur tous les contextes de mes serveurs? Si c'est oui, à ce moment-là, on a appelé une approche RCP Cloud, c'est-à-dire qu'on a défini des règles d'allocation selon les UF du RCP Data Center et Cloud qui sont disponibles. Et donc là, vous avez des formules qui vous permettent, à partir des données RCP Cloud et Data Center, d'évaluer votre impact. Si par contre, vous ne disposez pas de ces informations, eh bien là, on a proposé une approche alternative, donc qui n'est pas RCP Cloud, avec des règles d'allocation qui évoluent en fonction aussi du niveau de maîtrise de l'hébergement. Concrètement, sur un périmètre applicatif, vous imaginez bien que on est très très large en termes de configurations différentes des applicatifs qui rentrent dans ce champ d'application. Et donc, en termes d'hébergement, ça va être pareil. Sur l'approche alternative, en fait, on a identifié 4 niveaux. C'est d'abord, j'ai mon hébergement sur site, je suis on-prem, je maîtrise complètement les équipements, etc. Deuxièmement, j'ai un centre de données, donc je suis pas sur site, mais c'est un centre de données que je maîtrise parce qu'il est propre à mon organisation. J'ai du cloud privé, donc un centre de données qui est externe, donc c'est pas moi qui l'exploite, mais je sais quand même quels équipements il peut y avoir dedans parce que voilà, ça reste du cloud privé, c'est pas partagé avec d'autres, donc je sais clairement les équipements qui sont dedans. Ou dernière possibilité, je suis sur un cloud public où là, je confie le service à un hébergeur et derrière, j'ai la transparence sur, on va dire, ce que j'utilise comme RAM ou ce genre de choses. Mais alors, quels équipements tournent, etc. J'ai pas cette vision-là, j'ai pas cette maîtrise-là. Et donc, en fonction de où vous vous situez, on a différentes approches qui permettent d'évaluer l'impact. Et bien sûr, on priorise. C'est-à-dire que dès que on est sur un hébergement où on a une vue et une maîtrise sur les équipements, on est dans une approche purement équipement, où là, on va réfléchir sur le serveur, c'est quel modèle, etc., etc. Et donc, on voit que ça reste une approche à appliquer en priorité dès qu'on a la vision là-dessus. Malheureusement, on n'a pas toujours cette vision équipement, et donc on peut passer sur une approche composant, voire sur une approche système, qui sont des approches du coup moins spécifiques que l'approche équipement, mais sur lesquelles on dispose aujourd'hui d'éléments et de facteurs qui permettent quand même de les mener. Je rentre pas forcément dans le détail de ces approches, tout est dans le RCP, et c'est pas forcément le but aujourd'hui de vous partager tout en détail. Mais pareil, là, l'objectif était de vous montrer notre vision du RCP applicatif en disant on a essayé de faire quelque chose qui permette de guider les personnes en fonction des configurations des applicatifs. Clairement, c'est vrai qu'on essaye d'harmoniser pour qu'il y ait des comparaisons possibles à la fin.
on voit qu'il y a beaucoup de branches quand même à nos systèmes de décision. Et donc, ce qui va être hyper intéressant dans ce RCP applicatif et important, c'est de pouvoir décrire à chaque fois la méthodologie, enfin en tout cas les hypothèses qui ont été prises pour aboutir au résultat, pour s'assurer que si on veut comparer le résultat, on soit vraiment dans les mêmes contextes, dans les mêmes approches, parce que évidemment, il y a pas mal de voies possibles. Je poursuis avec cette slide sur la collecte des données. Petite slide spécifique parce que pareil, on a pas mal travaillé ce sujet-là dû à la grande variété des applicatifs qui rentrent dans le champ d'application. On a effectué un travail assez complet pour donner des pistes pour collecter des données. Évidemment, on retrouve les principes, on va dire, habituels des ACV numériques, à savoir que les données spécifiques sont souvent à privilégier parce qu'elles permettent quand même d'introduire le moins d'incertitudes et d'avoir quelque chose qui colle au plus juste, en tout cas, vu la connaissance actuelle, à l'impact. Par contre, on tolère quand même le recours à des données secondaires parce qu'on voit que en fonction de ce qu'on va évaluer, les impacts peuvent être plus mineurs ou ça peut être des impacts sur lesquels on a peu de levier d'action. C'est pas forcément nécessaire d'aller chercher une précision très poussée sur un sujet sur lequel de toute façon on n'a pas de levier et ça va stagner à ce niveau-là. Voilà. Et donc, ce qu'on a voulu surtout faire, c'était ce genre de tableau. Donc là, c'est un petit extrait. Dans le RCP, vous retrouverez beaucoup de formules mathématiques, évidemment, qui selon les différentes approches, permettent de fournir la formule pour évaluer l'impact. Et donc, ces formules, elles contiennent des paramètres qui sont dans la première colonne que vous voyez là. Et pour chacun de ces paramètres, on a tenu à donner des exemples, des pistes. Il n'y a rien d'obligatoire dans ce qu'on a mis là, mais c'est vraiment pour illustrer et pour guider les personnes qui liront ce RCP dans le choix de leurs données. Donc, pour chacun des paramètres, on fournit des exemples de données primaires, de données semi-spécifiques ou de données secondaires. Selon les cas, ça n'a pas de sens, c'est pas concerné. Voilà, l'objectif, il était d'aider et de fournir pas mal d'exemples à ce sujet pour faciliter la collecte des données. Et du coup, je termine avec une slide sur un sujet que j'ai un peu évoqué tout à l'heure dans le contexte, c'est le lien entre RGESN et RCP applicatif. Concrètement, ce sont deux outils complémentaires. Le petit tableau là permet de comprendre un peu mieux cette complémentarité. Donc, le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception des services numériques, c'est donc les deux, on va dire RGESN comme RCP applicatif. L'objet d'étude, c'est l'applicatif. RGESN, ça peut même être, c'est plus le service que l'applicatif. Mais bon, en tout cas, l'applicatif est couvert par le RGESN. La différence, elle vient ensuite sur l'objectif, on va dire, de chacun de ces outils. Le RGESN, lui, va être un indicateur des moyens qu'on déploie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre quand on a fabriqué ou quand on exploite l'applicatif pour s'assurer qu'il y ait moins d'impact. Okay, mais c'est vraiment une question de moyens, la façon dont on le fait. Le résultat du RGESN, c'est un score d'avancement. C'est un pourcentage, en fait, de critères qui sont conformes ou pas conformes. Okay. Et donc, on regarde avec des audits les différents critères qui constituent le RGESN et on évalue si je suis conforme à ce critère ou pas conforme. Et à la fin, on obtient un taux de conformité en pourcent. Mais ça reste que des moyens. Okay. Le RCP, de son côté, lui, c'est un indicateur d'impact. On est dans la quantification des effets directs sur l'environnement. Le RGESN, on est plutôt dans le qualitatif. Le RCP, on est dans le quantitatif. Donc, à la fin du RCP, on n'obtient pas un pourcentage de conformité comme le RGESN, on obtient une valeur chiffrée qui est fournie dans une unité qui est normée. La plus connue, la plus répandue étant l'équivalent CO2, mais tout à l'heure, on a vu qu'il y avait différents indicateurs environnementaux et qu'on encourage aussi à développer, parce que sur le numérique, je pense que c'est pas forcément. Enfin, il y a d'autres indicateurs environnementaux qui, à mon avis, nécessiteraient d'être plus mis en valeur.
Bref, en tout cas, sur le RCP applicatif, on obtient une valeur chiffrée à la fin. Et les deux sont vraiment complémentaires. Pourquoi? Parce que, alors, certains critères du RGESN vont influer sur des métriques qui sont pris en compte dans le RCP applicatif. Donc, on pourrait voir l'évolution, on va dire, si on met en place certains critères RGESN, du gain qu'on peut avoir sur le RCP applicatif. Mais il faut bien garder en tête que le recouvrement n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il y a certains critères RGESN qui sont tout à fait pertinents pour limiter l'impact, mais on va dire que ça a des effets indirects. Je prends un exemple, nommer un référent numérique responsable, c'est hyper important, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de cadrer, etc. Au global, ça permettra que l'impact diminue, mais c'est pas forcément ça qui va diminuer spécifiquement, par exemple, la consommation énergétique d'une page web. Voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que ces deux outils sont complémentaires et doivent être suivis l'un avec l'autre. Et donc, c'est vraiment le cumul de ces deux outils qui permet de garantir le succès, on va dire, d'une démarche d'amélioration d'un applicatif. Voilà pour la présentation du RCP applicatif. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster et j'y répondrai du coup en fin de présentation. Et donc là, je laisse la parole à Mathieu Delem en tant que vice-président de l'Alliance Greenati pour conclure ces présentations. Alors, est-ce que Mathieu a réussi à se connecter déjà? Et est-ce que Talita, tu peux lui donner la main? Ah, Mathieu est là. Mathieu, normalement, ça marche. Alors, est-ce que de mon côté, je peux vérifier quelque chose ou Ouais, parce que pour moi, les deux sont bons. alors, je ne connais pas trop l'interface, donc je ne sais pas trop où me rendre pour vérifier ça. Participant, je vais peut-être faire ça. Je ne peux pas activer le micro et la caméra. Alors, Est-ce que tu peux quitter l'appel, Mathieu, et venir, s'il te plaît? Parce que là, j'ai tout activé. autoriser le micro. Normalement, c'est bon. Je vais peut-être commencer parce que je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps en problème technique. Mathieu, n'hésite pas si tu m'entends à prendre la parole, si on arrive à activer ton micro. Alors, Mathieu l'aurait fait beaucoup mieux que moi. Mais je vais prendre de la hauteur pour vous partager les points clés, en tout cas que l'AGIT via Mathieu Delem souhaite mettre en avant. Évidemment, l'urgence d'agir face à l'impact du numérique. Clairement, les travaux qu'on vous a présentés aujourd'hui, on est tous très fiers de vous les partager parce que ça permet de poser les bases pour la suite. Ça permet aussi, alors je fais ma petite touche optimiste, c'était pas forcément comme ça que vous voulez peut-être le présenter, mais j'ose. Moi, je trouve ça très intéressant de voir aussi la façon dont on avance. Alors, là, est-ce que vous voyez encore mon écran? Il est noir de mon côté. Il est Ouais, noir, l'écran voilà. J'enchaîne. Je crois qu'il y a un coup de chaud sur le système d'information. Donc, je disais, ce qui est intéressant, c'est de voir ces étapes-là, en fait, de transformer aussi ces étapes-là, de voir ce qui a été intégré dans la nouvelle version du RCP Service numérique, qui fait aussi l'écho de tous les travaux qui ont eu lieu depuis la première apparition de ce RCP en 2021.
des expérimentations qui ont eu lieu, des retours, etc., et qui ont permis comme ça de venir enrichir et de s'en sortir un peu plus solide aussi sur ces sujets-là. Sur le RCP applicatif, clairement, c'est aussi de pouvoir voilà, concrétiser une connaissance en fait qu'on partageait entre différents acteurs autour des applicatifs numériques et de pouvoir donner corps à cette connaissance-là. Je m'interromps 2 minutes. Talita, tu lèves la main. Tu as besoin de quelque chose? Ouais, juste pour demander à Mathieu s'il arrive maintenant, parce que il est rentré dans la salle. Mathieu, tu nous entends? Est-ce que c'est possible de parler? Non, toujours des problèmes techniques. Ok. Désolée. Du coup, je continue. Donc, ce que je voulais vous partager, c'était ce côté concrétisation, de voir que la connaissance avance et qu'on arrive à la standardiser, à la formaliser dans des documents utilisables par tous. Et donc, voilà, je trouve ça assez motivant aussi en tant que contributeur à tous ces sujets de numérique responsable de voir cette avancée. Et compte tenu de l'urgence, comme c'est mis en premier bullet point, qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle qui arrive, etc., de se dire que voilà, en collaborant, on arrive aussi à sortir des documents de ce type-là qui permettent vraiment de partager la connaissance et de donner aussi, de pouvoir engager, de permettre de susciter l'engagement aussi de toutes les organisations, on l'espère, sur le sujet. Et donc, dans les derniers points clés, c'était la complémentarité indispensable entre RGESN et RCP. Donc ça, je vous ai fait la slide juste avant. L'objectif pour moi, l'objectif en tout cas du RCP applicatif, il était vraiment d'appuyer aussi là-dessus pour que ce soit 2 outils pleinement visibles et à prendre en main par toutes les organisations. Et donc, une petite citation de Mathieu pour finir sur le fait que ces nouveaux référentiels offrent un langage commun. Et ça, c'est hyper important parce qu'en effet, en tout cas sur ma partie RCP applicatif, clairement, on a eu beaucoup d'échanges. Quand je vous ai dit le projet a duré 2 ans, mais c'est parce que c'est vrai qu'il y a eu au démarrage beaucoup d'échanges de brainstorm en fait, où juste s'aligner sur ce langage commun avant de pouvoir partir dans la rédaction du document, ça nous a pris du temps. Et c'est intéressant de voir qu'on a réussi aussi à aller jusqu'au bout, à voir que évidemment ça peut pas parler à tout le monde la façon dont on l'a fait ou ce genre de choses, mais c'est cette façon-là qu'on a voulu figer dans le RCP et ça reste voilà, l'objectif aujourd'hui pour nous en tout cas dans ce RCP applicatif, c'est de l'expérimenter et de le confronter aussi à ce que chacun d'entre vous peut rencontrer sur site. Donc en tout cas, l'objectif était d'avoir ce langage commun pour dire si on veut évaluer selon le RCP applicatif, par exemple la durée d'étude, c'est 1 an et c'est une vue globale. Rien que ça déjà, c'est un langage commun. Et du coup, une méthode scientifique. On a pas mal travaillé aussi ce côté-là, côté RCP, sur définir les bonnes formules, les bonnes approches. On a pas mal de relectures, justement, on voit que ce soit sur notre RCP applicatif ou sur le RCP service numérique, on voit quand même aussi le CNRS, l'INRIA, des personnes quand même qui sont garantes de cette approche scientifique aujourd'hui et qui sont au cœur justement des sujets. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser CRCP. C'était le petit message subliminal. Et donc CRCP, c'est les fondations nécessaires pour que chaque organisation puisse réellement mesurer, piloter et réduire l'empreinte de ses services numériques, parce que c'est bien ça l'objectif de tout ce travail, c'est de donner des clés, certes pour mieux comprendre, pour évaluer, pour avoir des chiffres, etc. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait bouger. Mais l'objectif principal, il est l'amélioration et la diminution des empreintes. Et tout ça, il contribue, mais c'est vraiment ça qu'il faut viser derrière l'utilisation de ces référentiels. Voilà, j'espère avoir été la bonne parole pour Mathieu. On arrive à la fin du coup de cette présentation.
Ah oui, non, il y a cette slide, cette jolie slide. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez retrouver donc, ces deux RCP qui vous ont été présentés, le RCP service numérique dans sa nouvelle version, avec toutes les évolutions présentées par Alexis et Julia tout à l'heure. Donc, on vous transmettra de toute façon le PowerPoint, donc vous aurez les liens directement dans la présentation. Sinon, c'est disponible sur la librairie ADEME avec les autres RCP. Donc, RCP service numérique V2 et RCP applicatif numérique, tout frais sorti d'hier. Donc voilà, vous pouvez aller les récupérer sans problème. Cette fois-ci, je pense que notre présentation est finie et du coup, on va pouvoir passer aux questions-réponses, si vous en avez. Alors, j'ai pas pu regarder toutes les questions-réponses. Est-ce que Julia, Alexis, vous avez identifié des choses? Talita, tu peux donner la parole à Alexis et Julia, s'il te plaît? On Ouais. a la On a la parole, merci parole. Ah, beaucoup. parfait. On a répondu Je- un peu au ouais. fil de l'eau, un peu toutes les questions, sauf si on en a oublié. Je sais pas si Julia, toi, t'en as vu. Il y en a une dernière là que j'ai vue sur un aspect assez pratico-pratique de téléchargement. Moi, personnellement, je réussis à télécharger le document, donc à voir s'il y a d'autres personnes qui sont concernées, on regardera de plus près, mais en tout cas, c'est bon pour moi. Et si vous avez d'autres questions, du coup, n'hésitez pas à en poser de nouvelles ou à lever la main, qu'on puisse vous donner la parole. Dans conversation, il y a une question sur les versions anglaises, si elles sont prévues. Donc, dans le RCP service numérique, pour le moment, il n'y a pas de traduction qui est en ligne, mais c'est prévu de traduire le référentiel en anglais. Et pour le référentiel applicatif, je te laisse répondre, Ariane. Alors, elle n'existe pas encore. Après, à voir si c'est un besoin, Ouais. on peut la réaliser, quoi. La plupart des RCP sont en français et en anglais, mais c'est vrai que voilà, selon le besoin, il n'y a pas forcément une version anglaise. Mais n'hésitez pas à nous dire. C'est Arnaud, là, c'est moi qui ai posé la question. Et donc, parce que n'hésite- c'était bien pratique, le RCP sur les équipements qui a été déployé au début d'année, là. Comme nous, on s'en sert désormais de référence pour nos industriels qui nous fabriquent nos produits pour Orange, en l'occurrence. Voilà, c'était bien pratique de l'avoir en anglais, vu que nos interlocuteurs sont rarement franco-français. Ouais. Non, mais je me permets de rebondir, Julia, je suis un peu désolé parce que j'ai posé la question sur la différence vraiment entre le RCP d'un service numérique et d'un applicatif. C'est toujours pas forcément très clair de mon point de vue. Le RCP service numérique, c'est le RCP parent, entre guillemets, et applicatif, ça va être son application à un cas d'usage vraiment au niveau d'une application. Chez Orange, en l'occurrence, depuis de bonnes années maintenant, on essaie d'appliquer le PCR service numérique à nos cas d'études, mais j'ai l'impression qu'on était plutôt dans des cas applicatifs, parce qu'on se retrouvait en permanence avec oui, mais le service le service dont on parle, il fournit pas mal de services potentiellement différents. C'est quoi l'unité fonctionnelle? En fait, on était souvent à se dire on va plutôt regarder sur l'échelle d'un an, à l'échelle de tout un parc de clients, d'utilisateurs, plutôt que à l'échelle unitaire d'une fonction fournie par le service, par exemple. Donc voilà, je me demande si c'est pas notre référence maintenant ne sera pas pour faire nos études le RCP applicatif, quoi. PCR, je sais pas comment on dit. Oui, vous choisissez. Mais enfin, du coup, le RCP service numérique, c'est vraiment donc le référentiel parent qui peut s'appliquer à la fois aux applicatifs, mais aussi à le référentiel qui vient de sortir sur les équipements réseau. Découle du service numérique. Donc, pour les fabricants d'équipements réseau, ils utiliseront ce référentiel-là. Il y a certains paragraphes, notamment par exemple les indicateurs environnementaux, où ils vont venir se référer au référentiel parent qui donne les lignes globales sur ce volet. Mais par exemple, pour Orange, c'est possible que vous ayez à utiliser principalement le RCP applicatif
et également peut-être le référentiel sur la fourniture d'accès à Internet, mais qui là est assez particulier parce que le périmètre, c'est l'ensemble de vos infrastructures pour délivrer le service de fourniture d'accès à Internet et se ramener à un utilisateur grand public. Donc voilà, selon peut-être les cas d'usage, vous aurez à utiliser applicatif ou fourniture d'accès Internet et à partager le référentiel équipement réseau, par exemple, à vos fabricants. Ouais. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Ouais, j'avais à peu près ça en tête. Merci pour cette précision. Il y a une autre question Oui, de avec Maëla. Maëla. Je vois aussi. Hop, je pense que j'ai la main pour autoriser le micro. Ah oui, ça y est. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si c'est le lieu, mais je voulais savoir si vous pouviez un peu préciser comment on intègre les logiciels dans la partie PCR service numérique. Ça est passé très très vite et je trouve que c'est quand même structurant. Enfin, si j'ai bien compris ce que c'est, ça me semble très impactant et compliqué. Dans le RCP service numérique ou Il me semble que c'était une des deux grosses évolutions Ah oui, c'était dans je le regarde. RCP V2. Tout à fait. Je reviens dessus. Si vous pensez que c'est Pas des utile logiciels. de préciser un tout petit Oui, peu bien plus sûr. à tout le monde aujourd'hui. Tu Merci. veux préciser, Alexis, ou Effectivement, en fait, c'était pas explicite avant, mais du coup, on a décidé de l'intégrer en suivant la nouvelle recommandation ITU. Donc, il n'y a pas énormément d'ajouts de précision en plus, puisque ça suit les mêmes règles que le RCP service numérique. On précise juste sur quelles étapes ça doit être pris en compte. Du coup, on reprend les différentes étapes du cycle de vie d'un logiciel qui sont définies dans la norme ISO. Et donc, du coup, qui explique ce qui doit être pris en compte à ces différentes phases. Donc, tout ça mis en cohérence avec cette norme ITU. Et on vient également préciser les types de logiciels qui doivent être pris en compte parce que si on vient évaluer un logiciel qui est créé par l'entreprise versus qui est un service tiers d'authentification, par exemple, ça ne va pas du tout être la même façon de le prendre en compte. Donc, en fonction du type de logiciel, on a des règles d'allocation qui sont différentes sur donc la façon de prendre en compte les impacts de ces logiciels. Je ne sais pas si vous aviez des attentes par rapport à un point précis des logiciels. Non, c'était un peu de détails en fait sur justement parce que c'est pas toujours facile justement d'avoir les impacts, notamment des services tiers. Donc voilà, juste, je lirai hein, la norme, mais voilà, je voulais savoir si ça allait très loin ou pas. Mais ça, c'est bon comme ça, merci. Ça fait aussi en fonction de l'état des connaissances et des données dont on dispose. Donc, à mon avis, c'est des choses qui pourront bouger aussi dans les années qui viennent en fonction de l'avancement des connaissances. Parce que c'est vrai que sur les services tiers, c'est pas évident aujourd'hui. Je vais me permettre une autre question, vu que j'ai le micro. C'était jusqu'à présent dans le PCR des services numériques, si je ne me trompe, on exclut les activités de R&D, les activités typiquement commerciales ou de communication, de la pub et des choses comme ça. Est-ce que là, il serait éventuellement question de les réintégrer quelque part parce que il existe quelques exemples où les activités commerciales prennent le dessus sur les activités techniques, hein, ça peut arriver. Donc, on vend des choses qui n'ont quasiment aucun impact, mais la manière dont on les vend peut générer de l'impact. Oui. C'est pas pour tout, mais en l'occurrence, jusqu'à présent, c'était exclu des études et ça pouvait donner, pour moi, hein, de mon point de vue, une image plutôt, disons, non complète de l'impact associé à des services qu'on propose.
Ouais, bah, on a fait le même constat que vous, parce qu'initialement, du coup, dans la V1 du RCP service numérique, c'était explicitement mentionné que c'était exclu. Le volet R&D, les transports de personnel, et tout un tas de flux, notamment, marketing, publicité que vous avez mentionné. Et donc là, on les a retirés de l'exclusion parce qu'effectivement, dans certaines ACV qu'on faisait, ce volet-là, était prépondérant, en tout cas non négligeable, sur Ouais. l'impact. Donc, on ne le précise pas dans les exclusions, donc ça veut dire que l'approche est celle qui est classique dans les ACV, vis-à-vis des taux de coupure. Donc en fait, on va Oui. regarder, si ça représente ou non plus de 5 des impacts environnementaux. Si c'est en dessous, de 5 Ok. ça peut être exclu. Par D'accord. contre, On si applique c'est les règles de coupure au-dessus, classiques qu'on appliquerait dans d'autres ACV. tout à fait. Ouais. Ok. Donc on peut les remettre désormais. Ça va être, ok. Oui. Ou même on devrait. On On devrait doit les les évaluer avant de remettre, pouvoir si c'est juger si on peut plus les de exclure. 5 de la PAC, Ouais. effectivement. Ok. Il y a une question dans question-réponse que je peux lire si vous le voulez, de Joachim Jussel. Désolé si j'écorche votre nom. Lorsqu'on applique une approche système pour modéliser les tiers réseaux et data center, la clé d'allocation généralement accessible est basée sur le volume de données associé aux données secondaires de base empreinte. Or, cette règle d'allocation ne semble pas toujours très représentative des impacts réels qui ne sont pas corrélés avec le volume de données, notamment pour le réseau. Est-ce qu'on dispose d'un retour d'expérience? Est-ce qu'on a modifié des choses dans les RCP relatifs à ce sujet? Effectivement, ça fait partie des sujets qu'on a abordés à la fois donc, sur la partie réseau et sur la partie centre de données. Sur la partie réseau, sans entrer dans le détail, Julia, je te laisserai compléter si tu le souhaites. Effectivement, on a deux parties qui sont à prendre en compte. On a à la fois la charge variable qui correspond au volume de données. Donc il y a une partie de l'indicateur qui reste corrélée au volume de données, mais on a aussi une charge fixe qui correspond à la part d'impact qui est liée au maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure réseau. Donc on a un AX plus B qui permet de prendre en compte ces impacts sur le réseau. Et sur la partie centre de données, on a un mix d'approches où on va prendre en compte la consommation énergétique du processeur, de la RAM et du stockage. Donc il y a une règle d'allocation qui propose une formule de calcul qui est associée également à cette partie centre de données qui ne se base du coup pas uniquement sur la partie volume de données, mais sur plusieurs indicateurs. Est-ce qu'il y aurait potentiellement des évolutions à prévoir pour prendre en compte, par exemple, les besoins de qualité de service ou les besoins de couverture spécifiques pour moduler peut-être les impacts au réseau? Dans le sens où, par exemple, moi, je peux avoir un service de type alarme qui va pratiquement générer aucun trafic de données, enfin extrêmement faible par rapport à quoi que ce soit de vidéo ou quoi que ce soit, mais par contre qui nécessite une connectivité maintenue 100% du temps et qui, par exemple, va empêcher, je dirais par exemple sur le réseau local, hein, sur le réseau LAN, d'éteindre certaines interfaces de connectivité qu'on essaie de mettre en place, nous, chez Orange. On essaie d'évaluer le trafic réseau et voir ce qu'on peut couper parce qu'il n'y a pas besoin. Ben, il y a certains services qui empêchent ce genre de fonctionnalité. Est-ce que ces services-là, potentiellement, il pourrait y avoir une majoration de leur impact parce que justement, ils empêchent des fonctions de se mettre en œuvre, de fonctions d'économie d'énergie, par exemple, de se mettre en œuvre? Voilà le genre de réflexion qu'on a de temps en temps chez nous. Le service que vous mentionnez, c'est, un service qui fonctionne en continu, c'est ça? Désolée, j'ai Bah, typiquement, si le réseau, on arrive à l'optimiser de façon à réduire les largeurs de bande, des fréquences radio ou des choses comme ça, parce que la nuit, il y a moins d'usage, ou etc. Ou qu'au niveau à l'échelle d'un réseau local dans une maison, hein, typiquement, la possibilité de couper certaines interfaces Wi-Fi la nuit, parce que très clairement, on n'en a pas besoin du tout, parce que personne l'utilise. Ben, on va les couper, puis on va les rallumer, au moment opportun, quand on va détecter une activité dans la maison. Mais ce genre de fonctionnalité,
on ne peut pas les mettre en place, enfin, elles sont bloquées dès qu'il y a des services, typiquement, je dirais, services d'alarme, par exemple. On Ouais, ne peut pas se ok. permettre de couper. Bah, Il peut y c'est avoir vrai plein d'autres que exemples, hein, au niveau du réseau, quelqu'un qui déploie un service qui nécessite de la 5G standalone. Je dis un exemple comme un autre, hein, bah, voilà, mais c'est lui qui va promouvoir la modification et l'évolution du réseau. Est-ce que lui, vu que son service nécessite une certaine technologie de réseau 5G, par exemple, est-ce qu'en gros, on va lui imputer un impact plus important que quelqu'un qui, en gros, euh, euh, utilise les services du réseau tels qu'ils sont déjà déployés complètement, quoi. Alors que l'autre va nécessiter, en gros, des investissements et donc des impacts supplémentaires pour, si je vous prends un autre exemple un peu différent, je décide de promouvoir un service, mais qui est plutôt pour des zones peu denses, en termes de peu denses, et donc où la couverture réseau est pas encore optimum. Ben, déployer ce genre de service va nécessiter en gros un renforcement de la couverture réseau par l'opérateur. Ben, ce type de service a, de mon point de vue uniquement, hein, un impact plus important qu'un service équivalent, mais qui aurait été déployé dans une zone déjà couverte. ouais. Non, mais c'est très intéressant. Du coup, c'est l'impact indirect que peut générer un Ouais, service sur le évident, hein. déploiement de nouvelles infrastructures. Mm. C'est vrai qu'on ne le prend pas en compte directement dans la modélisation des réseaux, où là, c'est plutôt simplifié avec des allocations par quantité de données sur une partie de l'impact du réseau et par temps d'utilisation et nombre de personnes sur l'autre brique. Mais par contre, ça me fait penser au référentiel sur lequel on a travaillé sur la fourniture d'accès à Internet, où là, on a eu un petit peu cette approche d'inclure les impacts indirects en se disant que certains types d'équipements, comme les BBU ou autres, étaient déployés pour faire face, par exemple, à des pics d'usage au même moment. Et donc, on allait allouer leur impact plutôt à une quantité de gigas utilisés. Enfin, je rentre un peu dans un aspect technique, on n'a plus beaucoup de temps, mais enfin, tout ça pour dire que on a essayé d'avoir un peu cette approche indirecte pour le service spécifique de la fourniture d'accès Internet. Mais c'est vrai que pour tous les impacts indirects de certains services sur le déploiement d'infrastructures, aujourd'hui, ce n'est pas directement pris en compte dans les ACV attributionnels. D'où le fait de le représenter via des arbres de conséquences de manière un peu explicite. Mais voilà, on est un peu au début encore du volet conséquentiel. J'espère que j'étais claire. Ouais. Alors, du coup, il y avait une question de Pauline sur le lien entre RCPSI et RCP Services Numériques. Bah, je peux y répondre. Donc, RCP service numérique, encore une fois, c'est le RCP parent qui englobe vraiment tous les cas de figure. Et système d'information, donc c'est le système d'information à l'échelle d'une organisation. Donc l'ensemble des infrastructures, des équipements, des logiciels, des applicatifs, etc., qui sont utilisés à l'échelle d'une organisation. Donc effectivement, il y a beaucoup de liens entre le RCPSI, globalement, il a des liens avec tous les autres quasiment, parce que dans une organisation, on va faire appel à des services d'hébergement, on va aussi acheter des équipements, etc. Donc, globalement, celui-là, il va venir piocher dans les spécificités de tous les autres. Et l'objectif, c'est vraiment d'évaluer l'impact du numérique à l'échelle d'une organisation. J'espère que j'étais claire. Merci Julia. Joachim avait levé la main tout à l'heure, mais là je la vois plus. Donc j'ai vu qu'il y avait eu des éléments de réponse aussi dans le chat. Je ne faut pas hésiter à relever la main si besoin. Ok. Hop. Ah bah c'est bon, le micro est actif.
Merci. Oui, non, mais c'était juste pour revenir sur ma question précédente, enfin, sur l'allocation basée sur la donnée, enfin, sur la réponse que vous avez apportée. Moi, je suis confronté au fait de modéliser des objets connectés, donc avec très peu d'accès aux informations qui concernent les réseaux et les data centers. Donc, faire des allocations basées sur le taux d'usage CPU, etc., enfin, on n'a jamais accès aux données, quoi. Donc, ma question, c'était est-ce que vous avez identifié des alternatives qui permettaient d'être un peu plus précises sur ces éléments-là si on n'a pas accès justement à ces informations plus précises, quoi. Du coup, là-dessus, sur la partie, en tout cas, hébergement, on était dans le dernier cas où on essayait d'être dans l'approche lead system. C'était ça qui avait été évoqué là. Où là, on se base sur ce dont on dispose aujourd'hui, donc les facteurs qui sont dans la base empreinte sur, je fais tourner une VM de cette taille-là. Enfin, je pense qu'il y a 3 tailles de VM comme dans la base empreinte. Donc, c'est revenir à des facteurs génériques parce que justement, il n'y a pas suffisamment de connaissances des données derrière, quoi. Donc, c'est vraiment l'approche système, elle est vraiment pour les dispositifs sur lesquels on est assez restreint en termes d'infrastructure, où on va dire le poids du data center, en tout cas de l'impact du data center en lui-même pèse moins, ce genre de choses, quoi. Je sais pas si ça apporte des précisions, mais Ouais, mais c'est surtout qu'on n'a pas toujours le choix, quoi. Enfin, c'est ça. c'est une partie qui peut avoir un impact conséquent, mais on n'est pas en Ouais. mesure d'avoir accès aux données. Concrètement, on a vu des axes comme ça à la rédaction où on sent que on manque encore de maturité sur certains sujets. On est obligé d'aller, on a tranché en proposant des axes, mais on espère que ce seront des axes qui seront un peu plus explorés dans les années qui viennent et plus précis que ce qu'on a pu faire nous à notre niveau dans cette première version. Peut-être que la question complémentaire, elle est aussi sur la mise à disposition de données secondaires. Enfin, est-ce qu'il y a des travaux supplémentaires qui sont prévus par rapport à ce qui avait été fait par le réseau Négaoctet? Oui, tout à fait. Enfin, du coup, oui et non. En gros, dans le cadre du programme Alt Impact qu'on coporte avec INRIA et CNRS jusqu'à la fin du mois, il y avait tout un chantier sur les données environnementales. Donc, on est venu compléter une grosse partie du fichier Excel qui était mis à disposition sur la base empreinte avec les données environnementales pour le numérique. Et maintenant, elles sont aussi intégrées dans la base empreinte. Et là, il y a aussi des chantiers en cours pour créer de nouvelles données, mais c'est plutôt sur le volet réseau satellitaire. IoT, pour le coup, il y a aussi un projet de Oui. données. Je laisse Alexis compléter là-dessus. Mais il y a quelques projets là en cours pour venir compléter celles qu'on met déjà à disposition sur le volet base empreinte. Et il y a aussi un projet en parallèle, donc là qui sort de ce qu'on fait côté ADEME, mais qui s'appelle Nano, et qui vise à construire des données d'impact, mais plutôt à l'échelle de composants. Et le but de ces briques qui seront mis à disposition de manière ouverte, c'est aussi de pouvoir reconstruire avec des modèles plus paramétriques des systèmes, enfin des équipements, des systèmes, etc. Donc ça va venir dans un deuxième temps vu que c'est un projet en cours. Et voilà, à court terme, j'ai plus en tête exactement les données spécifiques sur le volet IoT. N'hésitez pas à revenir vers nous deux directement si vous avez des questions. On pourra vous donner la liste des données qui sont en train d'être construites là-dessus. Ok, merci. On arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y a une ultime question à poser? Je
pense qu'on a, en tout cas, on a fait le tour, j'ai l'impression, dans les conversations. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous remercie encore d'être venus aussi nombreux à ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions après la réunion ou quoi que ce soit, on sera toujours là pour y répondre. Donc, ça a été enregistré, donc on mettra aussi le lien vers le replay pour ceux qui n'ont pas pu participer. Et n'hésitez pas aussi à transmettre le lien vers le replay si vous avez d'autres personnes intéressées. N'hésitez pas à les télécharger, CRCP, à en prendre connaissance et à nous faire vos retours. Et voilà, il y a un grand merci au programme Alt Impact aussi, parce que c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on a pu avancer sur ces sujets-là, à l'ADEME et à l'AGIC pour la coordination de ce webinaire. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci à tout le monde. Merci Bonne beaucoup, journée. bonne journée.